Bonjour à toutes et tous. Il y a presque un an, le groupe Kilmer Sport prenait les commandes de l'AS Saint-Étienne après une saison 2023-2024 qui aura été belle, stressante mais passionnante pour nous supporters stéphanois. Et cette remontée du club en Ligue 1, à ce moment-là, on était joyeux, il y avait une certaine euphorie et en plus, il y a eu l'annonce de cette vente du club que l'on attendait depuis un moment et ce projet ambitieux vendu par Kilmer Sport. Malheureusement, à l'issue de cette saison 2024-2025, l'AS Saint-Étienne est de retour en Ligue 1. C'est un revers, ce sont les mots employés par Ivan Gazidis juste après le match contre Toulouse. Ce sont également les mots qu'avait employé Larry Tannenbaum, propriétaire de l'AS Saint-Étienne, dans une interview accordée à l'équipe il y a à peu près un mois. Donc en cas de descente, c'était un revers pour Saint-Étienne. Mais pour autant, il parlait toujours de ce projet à long terme et de ses ambitions pour le club. Malheureusement, pour moi, cette saison, c'est vraiment un véritable revers, un échec, puisqu'on est de retour dans le championnat de Ligue 2. Et c'est une perte de temps pour nous, même s'ils ont dit que le fait de prendre le club en Ligue 2 ou en Ligue 1, ça ne changerait rien pour eux. Mais ça, on va avoir l'occasion d'en reparler durant toute cette vidéo où on va faire le bilan de cette saison. Juste avant, je précise quand même que ça ne reste que mon avis. Malheureusement, je ne suis pas présent à l'ETRA, je ne suis pas présent à l'intérieur du club pour savoir comment ça se passe, donc c'est un regard extérieur, c'est le regard qu'on a bien sûr nous supporters en regardant des vidéos, en lisant la presse et puis en voyant les matchs de Saint-Étienne tout simplement. Ce n'est pas le même regard que quelqu'un qui vit au club, donc ça reste que mon avis, vous avez le vôtre, j'ai le mien, il n'y a pas de souci, on peut en débattre tous ensemble en étant respectueux en commentaire. Je ne vais pas me permettre bien sûr de donner des leçons à Kilmer Sports, ce qu'ils doivent faire parce qu'ils sont largement plus compétents que moi, et encore une fois je ne sais pas ce qui se passe au club pour l'instant, parce que malgré tout, même si on parle de la communication de Kilmer Sport, on n'a pas trop d'indications sur ce qui se passe à l'intérieur, même s'il y a un article qui est sorti sur l'équipe qui est assez intéressant. Mais bon, tout ça, on va y revenir dans cette vidéo où on va faire le bilan de cette saison. On va essayer de trouver quelques éléments positifs, mais malheureusement, d'un point de vue extérieur, en tout cas, il y a beaucoup plus de choses, je pense, négatives à dire avec cette descente en Ligue 2. Voilà, donc c'est parti pour le bilan de cette saison 2024-2025. C'était le 3 juin 2024, juste après la remontée du club en Ligue 1. Un communiqué sortait sur le site de l'AS Saint-Étienne pour indiquer que ça y est, enfin, le club était vendu au groupe Kilmer Sport Venture. Un projet ambitieux qui a été vendu par ce groupe, qui a été d'ailleurs directement très présent dans les médias, notamment sur Le Progrès, pour faire quelques annonces, indiquant que c'était un projet à long terme, qu'il fallait y aller pas à pas, step by step. Donc une communication qui a été faite de manière à ce que les supporters soient patients, en parlant également des projets qui ont été faits à Arsenal, à Milan. Voilà, avec toute la connaissance qu'on avait de Gazidis par rapport à ce qu'on pouvait lire, on se disait ça y est, Saint-Étienne va devenir ce grand club, ce club que l'on attend, en étant patient bien évidemment. Mais malheureusement, à l'issue de cette saison, c'est le retour en Ligue 2. Donc c'est le premier revers, hein, ce ne sont pas mes mots, ce sont les leurs, du projet Kilmer Sport. Pour autant, je ne dis pas que ça va être un échec, un fiasco sur le long terme. J'ai pas envie de dire ça, je peux pas me permettre de juger. Peut-être que dans quelques années, on va la retrouver, cette fameuse Coupe d'Europe comme ils nous l'ont dit. Mais force est de constater que cette première saison, elle est ratée. Dans cette interview au Progrès, il y avait des paroles d'Ivan Gazidis concernant donc, le club. S'il était en Ligue 2 ou en Ligue 1, est-ce que ça changerait quelque chose pour eux ? Ce n'est pas la question, notre engagement aurait été le même, quelle que soit l'issue de la saison. C'est un projet sur le long terme. Le fait d'être en Ligue 1 accélère le projet, mais rend aussi les choses plus urgentes. Ce sont ces derniers mots que je retiens quand il parle de choses plus urgentes. Qu'est-ce qu'il entendait par là ? Des choix forts ? Une prise de décision rapide, je ne sais pas vraiment ce qu'il a entendu, puisque quand on regarde la saison 2024-2025, d'un point de vue extérieur, il n'y a pas grand-chose en tout cas qui nous rassure, nous, en tant que supporters, puisqu'on n'a pas vu de véritables décisions qui ont été prises. Donc quand ce groupe est arrivé, il y en a eu avec Orneland notamment, on y reviendra tout à l'heure, mais pas de grosses décisions prises en interne. Quand donc, ils sont arrivés, il y a Gazidis,
Usfami, donc qui est plus spécialiste de tout ce qui est négociation, et Jason Rosenfield avec son outil spécialisé de la data. On y reviendra dans quelques instants. Mais dans le même temps, donc, il y avait le triumvirat qui était en place précédemment avec Jean-François Soucas, Samuel Rustem, également Loïc Perrin. Ces 3 hommes sont pour l'instant toujours au club. Donc en réalité, nous, d'un point de vue extérieur, on n'y comprend pas forcément grand-chose, puisqu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui dirige le club et on ne sait pas vraiment quels sont les rôles de chacun. Ce serait quelque chose qui pourrait être intéressant, hein, expliquer un peu aux supporters que font chacun. Je me doute bien qu'ils ne font pas la même chose, qu'ils ont chacun des rôles différents, mais on sait malheureusement que quand il y a beaucoup de monde qui dirige une entreprise, parce que Saint-Étienne est comme une entreprise, ben c'est toujours compliqué de pouvoir diriger à plusieurs, il peut y avoir des mésententes. On l'a vu, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, quand il y avait Bernard Cayazo et puis Roland Romeillet, c'était deux présidents qui n'avaient pas forcément la même vision des choses. C'est d'ailleurs ce qui a fait aussi que la vente du club a traîné. Bah déjà, c'était compliqué avec eux. Mais là, quand il y a encore plus de monde comme ça, et surtout que ce n'est pas eux qui ont choisi Loïc Perrin, Samuel Rustem, Jean-François Soucas, ils ont choisi de les garder pour l'instant. Mais voilà, ce ne sont pas les hommes qu'ils ont mis en place. Donc on peut imaginer que sur certaines décisions, il n'y ait pas la même vision des choses. Ça, c'est une réelle possibilité. Et ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui, Saint-Étienne n'est pas encore structuré comme l'entend Kilmer Sport. Puisqu'il y a eu cette première phase où on nous a annoncé que voilà, ils étaient à l'écoute, ils allaient entendre les salariés, ce qui se passait au sein du club, et puis après ils allaient agir. Mais pour l'instant, on est 1 an après et on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment eu de décisions qui ont encore été prises, ce qui fait que le club n'a pas véritablement avancé à l'issue de cette saison. Parce que c'est bien joli d'être là, d'écouter, mais au bout d'un moment, il faut prendre des décisions parce que la saison sportive, elle avance. Et ce qui s'est passé, c'est que Saint-Étienne est descendu en Ligue 2. Donc, ils nous disent qu'en Ligue 1 ou en Ligue 2, ça ne les dérange pas. Mais dans le même temps, tu redescends en Ligue 2, ce qui fait que pour moi, tu perds quand même 1 an. Parce que si on avait débuté en Ligue 1, en Ligue 2 la saison dernière, l'objectif aurait été de remonter. Là, on est descendu, donc on perd 1 an parce qu'on est en Ligue 2. Et en plus, tu vas perdre certains joueurs que tu avais recrutés où tu avais certaines satisfactions, comme par exemple Lucas Tassin, qui devrait probablement quitter le club. Et puis, dans le même temps, tu vas avoir plus de mal à faire venir des joueurs parce que le projet il est déjà lancé, tout le monde en a un petit peu connaissance. Et on est de retour en Ligue 2. C'est pas facile d'attirer des joueurs dans ce championnat. On l'a vu très bien par le passé, c'est normal. Ce n'est bien évidemment pas la Ligue 1. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant à évoquer. Il y avait Larry Tannenbaum également, propriétaire du club, qui avait livré une interview pour l'équipe et qui avait parlé des droits TV. Je trouve qu'il a été un petit peu maladroit dans ses propos là. Non, en rien, c'est un sujet pour la Ligue, pas pour nous. Je suis désolé pour ce qui se passe, mais je suis persuadé que les choses vont s'arranger. Je trouve pas qu'il envoie un message positif à ce moment-là, il l'envoie à nous supporters parce que ça veut dire qu'il a de l'argent, donc qu'on est à peu près tranquille avec les droits TV, donc ça c'est très bien, mais il n'envoie pas un message positif pour le club parce que les autres clubs, imaginons, ils veulent nous vendre un joueur, et ben ils se disent on va pas faire des concessions avec eux, les négociations on va pas les revoir trop à la baisse parce que ils ont de l'argent, donc faut bien qu'ils s'en servent. T'envoies des messages comme ça. Et c'est pareil quand nous on veut vendre un joueur, ils peuvent essayer de brader parce que forcément, de brader les prix, de faire en sorte que ce soit moins cher. Parce que nous, on est censé avoir de l'argent, donc c'est pas un problème pour nous. Et quand tu connais le contexte des droits TV, chaque euro compte. Et là, il y a de fortes chances que certains clubs, bien sûr, se servent du fait que Saint-Étienne est détenu maintenant par un propriétaire milliardaire. Donc, je trouve que ce sont des propos qui sont un petit peu maladroits en tout cas. Je ne comprends pas le fait d'évoquer cela. C'est bien de dire que c'est pas un problème pour nous, ok, parce que nous ça nous rassure. Mais dans le même temps, les autres clubs, ils entendent aussi ce message. Donc je ne sais pas comment il aurait plus dû l'évoquer, dire qu'il est désolé, tout ça, c'est bien. Et dire que voilà, peut-être qu'aussi nous, on aurait bien aimé profiter de ces droits TV, il faut faire attention aux dépenses, plus évoquer des choses comme ça, rester plus neutre, mais pas dire comme ça devant les médias directement. Après, bon, voilà, il est meilleur en communication que moi, bien évidemment, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui m'interpellait à ce moment-là. Je voulais aussi parler de l'outil de Jason Rosenfield, parce que ça a été une des grandes nouveautés, on en est un peu à parler des nouveautés pour l'instant, ce début de vidéo, cet outil de la data. Il y avait un article qui était sorti sur Evect en début de saison pour évoquer comment il fonctionnait, donc
J'ai résumé, je vous lis. Donc à la SSE, le recrutement s'appuie sur un logiciel développé par Jason Rosenfield, capable de générer une liste de joueurs selon des critères précis. Les profils sélectionnés font l'objet d'une analyse vidéo collective par les membres de la cellule de recrutement, chacun attribuant une note aux joueurs. Si les premières impressions sont positives, une étude plus poussée du profil est réalisée, incluant parfois une supervision sur le terrain. C'est un outil qui est assez nouveau dans le football, maintenant la data, mais qui est quand même pas mal en train de se démocratiser. À Saint-Etienne, on ne le connaissait pas trop encore, on nous avait un petit peu parlé en Ligue 2 avec un logiciel qu'on essayait de mettre en place, mais là c'est carrément quelque chose que Jason Rosenfield a développé de son côté. Pour l'instant, il n'a pas été très concluant. On peut le dire, il a surtout été utilisé durant le mercato estival. Il a permis de faire venir plein de joueurs de l'étranger. Le seul joueur qui a véritablement explosé, c'est Lucas Tassin en cette deuxième partie de saison, qui a marqué 11 ou 12 buts, donc c'est assez énorme, je crois que c'est 11. C'est 12 au total, mais 11 en 2025. Donc ça, c'est la vraie satisfaction de cet outil. Mais au niveau des autres joueurs, pour l'instant, on se rend compte qu'il n'y en a pas véritablement un qui a explosé, même si bien évidemment ça peut être long. Mais le résultat de cela, c'est que ça ne nous a pas permis d'aller chercher les points nécessaires pour se maintenir. Donc il aurait peut-être fallu être plus malin dans le recrutement, mélanger le recrutement à la fois de la data et le recrutement de joueurs expérimentés. Ça a été le cas d'Younis Abdelhamid, mais il y aurait pu avoir d'autres joueurs. On reparlera du mercato tout à l'heure, mais je voulais quand même évoquer ce point-là qui est intéressant, puisque la data, c'est quand même un nouvel outil. Un nouvel outil, donc tout comme cette communication qui est un peu différente de celle utilisée par l'ancienne présidence. Et puis au niveau du fonctionnement en interne, il y a un article qui est sorti sur l'équipe, on est le 19 mai, quand je tourne cette vidéo c'était le 18, et qui parlait que il y avait un rapport écrit qui devait être fait quand des décisions étaient prises, des actions étaient faites, et que le résultat de cela, c'est qu'aujourd'hui 6 salariés de Saint-Etienne seraient proches d'un burn-out. Ce sont des choses qui sont assez graves, en tout cas si elles se confirment. Encore une fois, je ne suis pas au club, je ne sais pas ce qui se passe. Je me base juste sur l'article de l'équipe, donc ce sont des choses qu'il faut bien évidemment vérifier derrière, mais bon, c'est l'équipe qui sort ça, donc c'est censé être assez fiable. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, voilà, ce sont des choses apparemment qui se passent au club. Donc si on imagine qu'il y ait des salariés qui sont proches du burn-out, c'est qu'en interne, il y a quand même des choses qui sont également à revoir, et peut-être qu'il n'y a pas un climat qui est si sain qu'on pourrait nous le vendre. Encore une fois, voilà, ce n'est même pas mon avis ça, parce que j'en sais rien, mais c'est par rapport à ce qui a été évoqué par l'équipe. Voilà, et au niveau des décisions prises, il y a aussi les sponsors, parce que ça c'était quelque chose d'assez important, des sponsors, des partenaires qui ont été prolongés. Ça c'est quelque chose qui a été annoncé en début de saison, donc c'était une décision de s'ancrer un peu dans le bassin local, de se faire connaître, donc ça c'est quand même quelque chose qui est positif. Prolonger les sponsors, prolonger les partenaires, aller chercher de nouveaux acteurs pour faire vivre le club. Mais pour l'instant, on n'a pas encore un gros sponsor comme peuvent l'avoir certains clubs en Ligue 1. C'est pas là-dessus que le club a l'air d'avoir travaillé en arrivant donc du côté de Saint-Etienne. Voilà donc pour les premiers bilans sur certaines décisions, sur certaines choses et la communication qui a été faite. Maintenant, on va plus parler bien évidemment d'un point de vue sportif avec les mercatos estivaux, mercato hivernaux. Puis après, on parlera d'Eric Orneland, d'Olivier Dalloglio. Et puis voilà, on va faire le bilan général de cette saison. Donc, c'est parti pour le premier vrai sujet, on va dire, qui parle du sportif. Voilà, donc on va aborder ce mercato estival, hivernal également. Donc déjà, je vous affiche premièrement les fins de contrat du côté de Saint-Etienne, parce que ça, c'est toujours intéressant à prendre en compte. Il y a juste Ivan Masson, j'ai pris 2025 parce que c'est marqué 2025 sur Transfermarkt. Mais j'ai marqué aussi 2027 parce que voilà, j'ai préféré le mettre deux fois parce que je ne sais pas si c'est 2025 ou 2027. Donc ce sera à confirmer. Mais il y a des joueurs qui devraient quitter Saint-Etienne. Les joueurs qui étaient
qui étaient sous contrat et qui étaient prêtés, comme Pierre Ecois, Maxime Bernauer qui pourrait également retourner dans son club, mais c'est plus à surveiller pour Maxime Bernauer. Cardona, lui, qui souhaiterait rester. Léo Petro qui plaît beaucoup à Eric Orneland, on va voir s'il va rester également. Il y a Wadji, il y a Louis Mouton, il y a Abdelhamid, il y a Boubacar Fall qui arrive en fin de saison. Pour Younis Abdelhamid, il pourrait partir. Pour Louis Mouton, c'est pareil d'après ce que j'ai pu lire sur le Progrès et sur l'équipe, mais on voit quand même que voilà, il y a déjà pas mal de joueurs qui arrivent en fin de contrat et il va falloir à tout prix soit prolonger, soit les vendre, ceux qui arrivent en fin de contrat en 2026 également, puisqu'après ils pourront partir libres et gratuitement. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose qu'il faut prendre en compte et ça va être un des grands chantiers, une des grosses actions de ce mercato, 2025 et de la suite ensuite à Saint-Étienne. Au niveau des départs, donc, on a eu notamment Dylan Chambaud, Étienne Green, Maxence Rivera, Mahmoud Bentay, Stéphane Diarra, Nathanaël Mboukou, Irvine Cardona, Cafaro, Mokonduit, Amougou qui ont quitté le club donc, au mercato estival 2024. Et puis, on a eu des arrivées avec donc, Stassin, David Ashvili, Miladinovic, Boakier, Cornu, Abdelhamid, Holm, Maubleu, Cardona, ça c'était le mercato hivernal, Bernauer fin de contrat, j'ai bien reprécisé Cardona, puisque ça c'est quand même quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Olivier Dalloglio évoquait qu'il voulait conserver Cardona, Kilmersport n'a pas voulu sortir l'argent nécessaire pour le conserver, et au final ils vont le rechercher au mercato hivernal, donc voilà, ça montre également que Kilmersport peut aussi revenir sur ses décisions, n'est pas forcément sûr de tout ce qu'ils font. Donc c'est quand même intéressant de voir aussi qu'il y a une remise en question sur certaines choses. Le bilan, en tout cas, de ce mercato, c'est qu'il y a eu plus de flop, on va dire, que de top. C'est que c'est raté, c'est que l'effectif stéphanois ne s'est pas véritablement renforcé, puisque aujourd'hui, nous sommes descendus en Ligue 2. On a des joueurs qui sont des satisfactions, comme Lucas Tassin, bien sûr, mais qui étaient déjà vendus comme un espoir belge. Donc, ce n'est pas censé normalement être une surprise, même si je vous avoue que quand je vois la première partie de saison de Lucas Tassin, je suis content parce que je me suis dit ça va être compliqué et au final il est monté en puissance, donc c'est une belle surprise. Aujourd'hui c'est un joueur qui a une certaine cote et qu'on va certainement revendre 2 à 3 fois le prix qu'on l'a acheté, donc ça peut être positif, mais dans le même temps c'est un joueur qu'on va perdre comme on va descendre en Ligue 2. Donc on avait trouvé ce fameux avant-centre, il va falloir en tout cas de nouveau le retrouver et on sait que c'est très compliqué sur le marché des transferts. Et puis on a des joueurs qui ont été coup-ci coup-ça, comme par exemple Zuriko Davitashvili qui a été bon, mais il a alterné surtout entre le bon et le moins bon, mais moins bon, plus, puisqu'il était souvent moins bon que bon. Donc ça, c'est pas forcément un recrutement qui nous a malheureusement beaucoup apporté avec son inconstance. C'est pareil, Davitashvili, c'est un joueur qu'on connaissait. Les supporters de Bordeaux, parce que c'est le club dans lequel il évoluait l'année dernière, on parlait déjà comme quoi il y avait des phases où il était très bon, mais d'autres phases où Zuriko Davitashvili, c'était compliqué également de son côté. Et malheureusement, on l'a vu cette saison, il a mis un triplé contre Auxerre. Et puis après, les matchs où il a été très bon, décisif, ça se compte malheureusement sur les doigts d'une main. C'est des joueurs que l'on attend, des joueurs qui sont censés être détonateurs et qui doivent apporter à notre équipe, mais ça n'a pas été assez le cas de Zuriko Davitashvili. Et puis voilà, comme je vous parlais, d'autres joueurs comme Miladinovic, qu'au final on n'a pas forcément vu. C'était un petit gabarit et en Ligue 1, ça peut être très compliqué pour lui. Il n'a pas été notamment très satisfaisant, même avec la réserve. Boakier, c'est pareil, on attendait beaucoup de lui. Malheureusement, il s'est blessé en cette fin de saison. Il avait été bon lors de l'arrivée d'Eric Orneland et après, il a fait un peu comme Wadji. Il a beaucoup enchaîné les blessures, donc c'est peut-être la faute à pas de chance également. Mais des joueurs comme Cornu qui n'ont pas performé, comme Abdelhamid. Voilà, pour l'instant, on ne peut pas dire que le mercato il a été réussi. Et il y a eu le mercato hivernal en plus. Là, on était en ce moment-là très en difficulté. Le club était barragiste de Ligue 1. Et pour autant, la décision que Kilmersport a prise, ça n'a pas été de recruter beaucoup de joueurs. On a vu qu'on était en difficulté sur certains postes, notamment au niveau des latéraux. Et résultat, on n'en a pas recruté. Maxime Bernauer était capable de jouer comme latéral, mais c'était plus pour dépanner. Il n'y a pas joué au final. Il était défenseur central. Il a pris la place de Dylan Batobinsika. Et puis Cardona qui est arrivé. C'est tout.
à ce moment-là, il n'y a pas une véritable prise de conscience et j'ai l'impression qu'on a un peu trop surestimé notre capacité à se maintenir en Ligue 1 et que le championnat de Ligue 1 a été trop sous-estimé de la part de Kilmer Sport et quand même jusqu'au bout puisqu'on avait quand même observé pendant 5-6 mois avant le mercato hivernal et même à ce moment-là en difficulté un peu dos au mur, on n'a pas sorti l'argent nécessaire pour pouvoir recruter. Si ça avait été le cas sous l'ancienne direction, ça aurait énormément fait parler et souvent c'est ce qui se passait sous l'ancienne direction, on était en difficulté en début de saison et on se rattrapait durant le mercato hivernal. Donc voilà, c'est quand même assez bizarre et je trouve que c'est déjà pas un bon message, un bon signal qui a été envoyé aux supporters à ce moment-là. Et puis nous, en tant que supporters, voilà, on est loin d'être spécialistes bien sûr, mais on en parlait tout au long de cette saison, que ça allait être compliqué avec cet effectif, comment on va pouvoir se maintenir. Et ben, le résultat, il est là, c'est que Saint-Étienne aujourd'hui est descendu en Ligue 2. Et oui, on est descendu en Ligue 2. Pour autant, il y a des choix qui ont été faits, notamment la nomination d'Éric Corneland à la place d'Olivier Dalloglio. Tout ça, on va en parler donc dans la seconde partie de cette vidéo. Ouais, voilà, c'est pas forcément une belle saison côté stéphanois avec cette descente. Pour autant, il y a une première vraie décision qui a été prise au cours du mois de décembre, juste après le match contre Toulouse perdu 2-1, avec Olivier Dalloglio qui a été démis de ses fonctions et c'est donc Éric Corneland qui a pris sa place. Olivier Dalloglio qui est donc le coach qui a fait monter Saint-Étienne en Ligue 1, qui avait ses torts, c'est sûr, mais qui aussi n'hésitait pas quand même à remettre en question certaines choses, notamment son dispositif face à certaines équipes pour des fois être plus défensif et essayer d'assurer un résultat. On a pris beaucoup de buts sous Olivier Dalloglio, mais il essayait d'agir, il essayait de faire quelque chose. Et Kilmer Sport, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils gardaient en place Olivier Dalloglio. Pour autant, ils ne comptaient pas forcément dessus par la suite. Et je pense que ça, c'est un mauvais choix qui a été fait parce que quand tu ne comptes pas sur un coach et que tu le conserves, franchement, je ne vois pas à quoi ça sert, à part être une perte de temps. On aurait pu aller chercher un autre coach à ce moment-là, Éric Corneland ou un autre, parce qu'Éric Corneland était en train de faire sa saison avec son club de Brann en Norvège. Mais attendre le mois de décembre pour changer comme ça, voilà, je ne trouve pas forcément que c'était la bonne idée. Donc le bilan de Dalloglio, c'est 4 victoires, 1 match nul, 10 matchs perdus. C'est à peu près le même bilan que Éric Corneland avec 0,87 points pour Dalloglio, 0,89 par match pour Éric Corneland. Mais là où il y a une différence, c'est au niveau des buts quand même. On a pris autant de buts avec les deux coachs, 2,26 buts par match, ce qui est énorme. Et on a marqué plus de buts par contre avec Éric Corneland, puisque c'est 1,42 buts par match pour seulement 0,8 buts par match pour Olivier Dalloglio. Donc c'est là que ça a changé. Et forcément, oui, le dispositif d'Éric Corneland n'était pas le même. On l'a vu directement dès ses premiers matchs, où il ne s'est jamais remis en question d'ailleurs après, avec une équipe qui va tenter d'aller très rapidement vers l'offensive, quitte à laisser des espaces derrière et ensuite se prendre des buts, avec un niveau de jeu qui n'est pas forcément le niveau de jeu, avec un plan de jeu qui n'est pas forcément un plan de jeu adapté pour aller chercher un maintien en Ligue 1, puisque c'est plutôt le plan de jeu d'une équipe qui veut ensuite, pour le coup, avoir des ambitions de Coupe d'Europe, ce qui peut bien évidemment être très intéressant, mais ce qui n'a pas fonctionné avec Saint-Étienne, parce que voilà, il y a trop d'espace derrière, et quand les équipes qui sont en contre derrière arrivent à aller rapidement vers l'avant, malheureusement, on n'a pas été capable de faire le travail, et ces 77 buts encaissés cette saison, c'est pareil, c'est totalement énorme, avec une défense inefficace, un gardien également inefficace, et puis voilà, une équipe stéphanoise perdue sur le terrain lorsque les équipes adverses arrivaient en contre, et ça nous faisait commettre également énormément d'erreurs individuelles. Voilà, Éric Corneland en tout cas était inconnu en France. Je pense que la data a également servi dans cet outil avec une grosse analyse qui a été faite de sa part. Un coach qui est intéressant dans sa manière de jouer, mais qui malheureusement pour moi n'a pas su se remettre en question quand il le fallait pour pouvoir faire en sorte que cette équipe stéphanoise joue plus défensif et aille chercher des points au lieu de des fois prendre 4-5 buts, ce qui nous a coûté des points et ce qui nous a en plus coûté la différence de but. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est dommage. Et puis il a quand même eu 19 matchs sur le banc pour se remettre en question sur ces choix-là. Mais il n'a pas été capable de le faire. C'est un beau jeu, c'est un jeu offensif, il y a des idées modernes, j'aime beaucoup, mais je pense que ce n'est pas adapté pour Saint-Étienne.
Là, j'ai l'impression qu'on jouait comme si on voulait être qualifié pour une Coupe d'Europe et pas comme si on voulait se maintenir. Donc des fois, il faut savoir mixer le jeu qui n'est pas forcément beau et puis il faut savoir ne pas forcément bien jouer, mais réussir à défendre bien pour marquer les points qui sont nécessaires. Oui, il y a des équipes qui se maintiennent comme Le Havre, qui ont peut-être un jeu qui n'a pas l'air aussi joli que le nôtre, mais voilà, c'est des équipes qui savent comment jouer et félicitations à elles parce qu'elles ont bien joué le jeu et il faut savoir faire le dos rond, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Donc c'est quand même certains choix qui sont discutables aussi de la part d'Eric Horneland, notamment avec des joueurs qui sont mis à sa disposition et qui ont disparu des radars petit à petit. C'est le cas de Masson, d'un coup il a disparu, c'est Apia qui a pris sa place, on ne le voyait plus du tout. Sissoko également, on le voyait plus jouer. Mettre N'Guessan titulaire, un attaquant de 16 ans, dans des matchs très importants, pareil, ce sont des choix qui ne sont pas compréhensibles. Contre Monaco, pourquoi mettre N'Guessan et ne pas mettre Wadji pour qu'au final il se remette en question. Voilà, c'est compliqué et justement, je voulais remettre les propos aussi de Gazidis qui dit qu'il parlait d'objectifs à long terme, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'urgence. Donc c'était juste avant le mercato hivernal. Il y a urgence, nous avons une saison très importante qui nous attend. Nous devons bien sûr rester en Ligue 1, mais nous devons aussi construire les fondations, non seulement pour y rester, mais aussi pour avoir des succès dans 2, 3, 5 ans. Si nous prenons les mauvaises décisions dans l'urgence, nous pourrions le payer 2 à 3 ans plus tard. Il me semble que beaucoup de clubs se retrouvent coincés dans ce cycle. Donc voilà, par rapport à ce qu'avait dit Gazidis également, avec des décisions qui devaient être prises, mais il faut être prudent parce qu'on peut le payer dans 2 ou 3 ans. Mais le problème, c'est que là, les décisions qui n'ont pas été prises, on les a payées directement en fait. On les a payées à l'issue de la saison parce qu'il dit nous devons bien sûr rester en Ligue 1. On est redescendu en Ligue 2. Donc encore une fois, c'est un revers, hein. Il aimait bien employer ce mot-là, donc on va l'employer. C'est un revers puisqu'il y a cette redescente en Ligue 1. Donc voilà, pour en tout cas le problème du côté de l'AS Saint-Etienne, avec certes un projet sur le long terme où on doit prendre des décisions, mais en réalité, la question qui se pose, c'est quand est-ce que l'on prend ces décisions ? Parce que pour l'instant, on est en Ligue 2, on est descendu, mais il n'y a pas encore de décision véritable de prise, mis à part donc l'arrivée d'Eric Horneland. Et pour rebondir donc et faire la transition entre Eric Horneland et le Mercato, je vous affiche en même temps les temps de jeu. Donc là, c'était le message de Tannenbaum par rapport au revers, qui dit que ce serait un revers, mais l'objectif, c'est de bâtir quelque chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Que cela demande plus d'argent de temps, cela fait partie de notre plan. On en a dépensé de l'argent, 23 millions durant le Mercato hivernal. Et regardez, ce sont les temps de jeu de Saint-Etienne cette saison. Je ne vais pas vous passer bien sûr tous les joueurs en détail. Les joueurs qui sont en blanc, ce sont les joueurs qui étaient là quand on était déjà en Ligue 2 la saison passée. Vous voyez, c'est assez énorme. En réalité, on se rend compte. Oui, c'est pas facile, je suis d'accord, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, ils ont été prolongés automatiquement. Voilà, c'était comme ça. Il y avait une clause dans leur contrat. Ils ont été prolongés de manière automatique, donc ils ont conservé leur place dans l'effectif. On ne peut pas forcément agir. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que beaucoup de ces joueurs ont encore vraiment du temps de jeu. Et quand on regarde là le top 10 des joueurs les plus utilisés, il n'y en a que 3 qui ont été recrutés cette saison. Donc David Ashvili, Pierre Ekwa et puis Lucas Tassin. Et quand on regarde d'ailleurs la dernière composition et l'avant-dernière, puis c'était les mêmes contre Reims et puis contre Toulouse, 8 joueurs sur 11 de Saint-Etienne étaient déjà présents en Ligue 2 la saison dernière. Donc quand tu démarres avec cet effectif-là, et on n'a pas roulé sur la Ligue de l'année dernière, on aurait fait une superbe saison, comme l'ont fait Auxerre par exemple, et qu'on aura encore un gros effectif de Ligue 2, bon, pourquoi pas. Mais ces joueurs-là, en fait, c'est pas parce qu'ils sont arrivés en Ligue 1 qu'ils ont maintenant le niveau Ligue 1. Non, ils ont déjà peiné à monter de Ligue 2 à Ligue 1. Donc forcément, ta place à la fin de la saison, elle est logique. C'est pour ça que j'en veux pas que forcément aux joueurs et que le bilan ne se tourne pas trop vers les joueurs parce que c'est la première année de Kilmer Sport. Mais les joueurs, ils ont joué avec leurs armes. Ils sont en Ligue 2, ils ont un niveau Ligue 2, et ben ils vont pas le transformer en niveau Ligue 1. Oui, il y a des matchs où on peut leur en vouloir, bien sûr, parce qu'on a l'impression qu'ils se battaient pas. Et c'était un peu ma sensation contre Toulouse où on se prend 2 buts comme ça en début de match et je comprends pas. Mais sur la plupart des matchs, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais on l'a vu que c'était limité, notamment sur le point technique. Donc voilà pour l'effectif stéphanois, et c'est quand même assez flagrant de voir qu'aujourd'hui, la plupart des joueurs qui étaient en Ligue 2 l'année dernière sont encore sous le maillot stéphanois. Il y en a quelques-uns qui sont partis au mercato hivernal comme Mathieu Cafaro, mais c'est pas énorme et il va falloir prendre des décisions cet été rapidement. Qui en conserve, qui part, et vraiment réussir à négocier parce que c'est censé être aussi leur spécialité, même s'il y a des erreurs qui ont été faites par le passé. Mais il faut réussir à avancer, à gommer ces erreurs.
et ça passera par un mercato estival très très actif. Voilà, en tout cas, une rotation qui est étrange, un peu floue de la part d'Eric Orneland sur tous ces choix-là. Maintenant, on va passer un peu plus aux problèmes défensifs parce que c'est quelque chose, je trouve, qui était important également à évoquer. Et après, on parlera des supporters stéphanois qui ont été formidables cette saison. Voilà, tout à l'heure, je vous parlais des gros problèmes de Saint-Etienne. Quand on regarde le classement de cette Ligue 1, d'ailleurs, je ne l'ai plus sous les yeux, donc je vais le rafficher, on se rend compte qu'on est donc 17e du championnat. Malheureusement, on descend directement. 77 buts encaissés, deuxième pire défense de Ligue 1, c'est énorme. Ça fait 2,26 buts par match, je crois. Quand tu prends autant de buts chaque rencontre, ça veut dire qu'il faut que tu en marques plus pour réussir à gagner le match. Donc autant dire que c'est quasiment mission impossible. On s'est bien réveillé sur la deuxième partie de saison en marquant un petit peu plus. On a fini avec 39 buts marqués, donc ça c'est quand même un point qui est intéressant parce que ça a été compliqué en début de saison, je rappelle aussi. Et après, le jeu offensif d'Eric Orneland a fait que l'on marquait, mais a aussi fait que l'on s'exposait bien sûr défensivement. Donc voilà, côté stéphanois. C'est la première fois de notre histoire que l'on redescend directement après être monté en Ligue 1. Les latéraux stéphanois qui n'ont pas été à la hauteur, on le savait de toute façon, Denis Sapia, Léo Petro, Masson, même Pierre Cornu, ce sont des joueurs en Ligue 2, bon Cornu on l'a pas vu, mais on a déjà vu en Ligue 1 que c'était compliqué, donc en Ligue 1, qu'est-ce que ça allait donner ? On se doutait que ça allait être difficile, mais pour autant, jamais cette saison, il y a une remise en cause et des latéraux qui ont été recrutés durant les mercatos. Donc ça, c'est un véritable problème, ce qui a fait que la défense est en difficulté. La défense centrale également en difficulté. L'arrivée de Maxime Bernauer a été positive, notamment pour les relances, mais c'est un joueur au duel, je trouve qu'il est très en difficulté, il est assez frêle. Michael Nadé qui a alterné également le bon, le moins bon. Dylan Batuminska qui a perdu également sa place au profit donc de Maxime Bernauer, mais c'est pas forcément parce que Maxime Bernauer était étincelant, mais c'est parce qu'il était meilleur que Dylan Batuminska. C'était pas, on faisait pas des choix en mode bon, on va mettre tel joueur parce qu'il est meilleur, mais c'est plutôt on va mettre tel joueur parce qu'il est moins pire. Et c'est ça qui a été aussi le gros problème de cette saison, c'est qu'on s'est surtout basé là-dessus. Voilà, donc également des concentrations, des erreurs individuelles qui ont été très présentes. Au niveau des coups de pied arrêtés, il n'a pas eu de progression. Pourtant, quand Eric Orneland est arrivé, on nous a dit que quelqu'un de son staff était spécialiste des coups de pied arrêtés. Le résultat, c'est qu'au final, on se rend compte qu'au niveau des coups de pied arrêtés, ça a été une grande difficulté pour les Verts, aussi bien défensivement qu'offensivement. Voilà, les erreurs en fait de cette saison n'ont pas été véritablement corrigées au fur et à mesure et c'était toujours et encore et toujours la même chose. Mais ça vient aussi des limites de cet effectif parce que cet effectif est peut-être aussi à son niveau maximal et il n'y a pas eu véritablement de jeunes qui ont pu être lancés, de jeunes du centre de formation. Pourtant, le centre de formation était très bon, mais en même temps, lancer des jeunes dans la situation dans laquelle on est, c'est toujours très compliqué. Et c'est toujours ce qui est compliqué d'ailleurs à Saint-Etienne ces dernières saisons, parce qu'à chaque fois, c'est soit on est prêt à monter en Ligue 1, soit on est en train de se batailler pour le maintien. Donc on n'est pas dans un mode où on peut véritablement les lancer. Et c'est dommage, parce que résultat, on a des jeunes du centre de formation qui sont obligés d'être prêtés et qui n'arrivent pas forcément à performer. On les perd. Voilà, s'il y avait un petit peu plus de stabilité, on pourrait peut-être réussir à les lancer. Donc ça, c'est quelque chose que je reproche aussi, de ne pas avoir réussi plus à stabiliser cette équipe, ce qui aurait permis de pouvoir réussir à faire en sorte que certains jeunes joueurs jouent. Voilà, on a eu des bonnes intentions, mais le foot se joue aussi avec une organisation, c'est ce que j'avais noté, parce que voilà, il faut être organisé défensivement et ça n'a pas été assez notre cas. On a des bonnes intentions d'aller vers l'avant, mais en fait, quitte à prendre beaucoup de buts et ensuite il faut marquer, et c'est quand même pas facile. Il y a eu quand même des occasions aussi de manquer, un manque d'efficacité devant le but, qui a été assez important sur certaines rencontres décisives pour le maintien, et ne pas savoir faire le dos rond contre certaines équipes du haut de tableau, comme ont su le faire des équipes comme Le Havre, c'est ce qui nous a coûté des points et peut-être aussi le maintien. Voilà pour le bilan de cette saison. Maintenant, je vais parler un peu plus des supporters. Et puis après, je lirai ce que vous m'avez mis. J'ai fait aussi un bilan de ce que vous avez pu évoquer. Allez, c'est parti pour la dernière partie de cette vidéo.
Bon voilà, comment évoquer cette saison sans parler des supporters stéphanois. Il y avait plus de 20 000 abonnés cette année et puis ça avait été plafonné. C'était magnifique, on a plus de 30 000 supporters de moyenne. Voilà, c'est beau, des chants magnifiques du début à la fin de la saison. Donc bravo à vous tous, hein. Ça a encore prouvé que le peuple vert était présent, était fidèle et que ce peuple vert mérite la Ligue 1. Mais malheureusement, ce sera en Ligue 2 l'année prochaine. Il faudra rester fidèle, il faudra continuer à encourager, mais ça, à mon avis, ce sera bien évidemment le cas. Le peuple vert qui a su être patient nous a demandé de l'être patient, on l'a été. Regardez dans les tribunes, il y a eu quelques sifflets, c'est normal quand on a été relégué, mais les supporters qui ont su être patients, qui n'ont pas manifesté véritablement leur mécontentement comme ça aurait pu être le cas. Donc ça c'est très bien, les supporters méritent bien évidemment beaucoup mieux, on le sait, à Saint-Etienne c'est ce qui fait le point fort, c'est ce qui fait qu'on est reconnu partout en Europe. Quand on parle de Saint-Etienne aujourd'hui, on pense plus aux supporters qu'au club, et je pense que si il n'y avait pas une ambiance comme ça, Geoffroy Guichard, il y aurait moins de monde, hein, parce que pour qu'il y ait 30 000 supporters de moyenne, avec les résultats, c'est qu'on vient pour l'ambiance. D'ailleurs, ça se voit, quand les COP sont fermés, c'est difficile de remplir la tribune Henri Point. Voilà, ça montre quand même que voilà, ce qui fait aujourd'hui la particularité de Saint-Etienne, ce sont bien évidemment les supporters, les ultras. Il y a eu cette menace de dissolution également cette année. Ça semble s'éloigner un petit peu, on en parle moins ces dernières semaines, mais attention, ça pourrait revenir aussi très très rapidement. Mais j'espère que voilà, au moins Saint-Etienne va pouvoir conserver ses groupes ultras, ses tribunes, parce que c'est ce qui fait que notre club est si particulier. Donc voilà, je voulais avoir un mot pour vous tous qui étaient présents au stade. Bravo, c'est magnifique. Et quand on regarde Saint-Etienne, c'est aussi pour regarder les résultats, même quand on s'ennuie des fois en regardant certains matchs. Voilà, donc bravo à tout. Donc on va voir si la promesse de prendre son temps va fonctionner. Si à vouloir viser des objectifs sur 4-5 ans, comme l'a évoqué Gazidis, on n'en a pas oublié le fait qu'il fallait aussi bosser cette saison et prendre des décisions rapidement. Bon, en tout cas, ça s'est confirmé parce que malheureusement, on est descendu en Ligue 2. Et je voulais aussi parler de certaines allusions qui ont été faites dans la communication. Je ne l'ai pas évoqué, mais Eric Horneland qui parlait de la Coupe d'Europe encore à l'issue de ce match et de cette relégation contre Toulouse. Je ne comprends pas comment on peut encore avoir un discours comme ça. On est descendu en Ligue 2. Attends, avant de parler de Coupe d'Europe, déjà on est descendu, il faut déjà remonter de cette Ligue 2. Il y a déjà des choses quand même qui sont plus importantes avant, et on a pris le chemin inverse de la Coupe d'Europe. Donc c'est un peu un discours qui est contradictoire par rapport à ce qui s'est passé sur le dernier match. Voilà, maintenant je vais lire votre bilan, vous, ce que vous avez pensé de la saison, en tout cas ceux qui ont pu commenter. Au niveau des points négatifs que vous aviez évoqués, ce sont bien évidemment les humiliations, les fiascos, la honte. C'est vrai, il faut les évoquer aussi, ces humiliations, et c'est bien que vous ayez pu juger parce que ça me permet de rebondir dessus. Il y en a eu le 8-0 contre Nice, forcément on s'en souvient, mais il y a des matchs où on a encaissé beaucoup de buts contre Paris. Oui, Luis Enrique dit qu'on a un beau jeu, mais en même temps c'est qu'on s'expose plus que les autres, donc on prend 6 buts. On en a pris 5 contre Marseille. Bref, contre Brest aussi, on en prend 4 en début de saison. Il y a tellement de matchs, on prend trop de buts et ça nous a coûté beaucoup au niveau de la défense. On a subi des humiliations au-delà de cette descente en Ligue 2. Donc ça, ce sont des choses également qui marquent. Et aujourd'hui, malheureusement, Saint-Etienne a battu les records dans le mauvais sens. Il y en a beaucoup de vous qui parlent de pire saison en Ligue 1, voire de catastrophe pour Saint-Etienne. Vous êtes beaucoup aussi à voir cette descente en Ligue 2 comme inacceptable pour un club qui est historique, avec un actionnaire milliardaire. Kilmer, qui est même jugé comme incompétent, voilà, ce sont des mots forts, hein, par plusieurs abonnés qui accusent de ne pas pouvoir prendre la mesure du projet. Voilà, c'est ce que j'ai aussi un peu abordé durant cette vidéo, des décisions que je ne comprends pas, des décisions qui n'ont pas été prises de la part de Kilmer Sport également, en pour l'instant ne faisant qu'écouter. Après voilà, je ne vais pas juger pour l'instant comme incompétent, mais en tout cas sur cette saison, c'est une saison qui n'a pas été réussie de leur part. Il y a même des critiques, voilà, envers la direction, envers Gazidis, envers une stratégie qui est même jugée plus comme contradictoire. Vouloir jouer, je l'ai évoqué tout à l'heure aussi, le haut de tableau sans recruter en défense l'hiver, c'est vrai que ça c'est quelque chose, voilà, on se pose des questions. Pourquoi on n'a pas plus recruté défensivement, ce qui nous a coûté aussi notre place en Liga. Il y a même certains qui parlent de Eric Horneland, qu'il aurait fallu garder l'ancien coach et lui donner de vrais joueurs du caractère, parce qu'au final, avoir gardé Eric Horneland, avoir pris Eric Horneland, ça n'a pas changé grand-chose. Pour moi, il aurait fallu changer de coach vu qu'il ne comptait pas dessus, mais il aurait fallu prendre cette décision bien avant, durant la saison, parce que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure aussi,
virer le coach sur lequel tu ne comptes pas au mois de décembre, je vois pas trop ce qui est utile. Vous parlez également qu'il n'y a pas de structure en place, vous êtes comme moi, vous ne comprenez pas trop l'organigramme autour du club. Les buts qui sont encaissés, donc c'est une saison qui était catastrophique au niveau de la défense. Vous êtes certains également à évoquer que ce n'est plus le Saint-Etienne d'avant. Il y a un peu le comportement des joueurs qui est pointé du doigt. Malheureusement aussi à l'image de Dylan Batsumitika, je n'ai toujours pas compris à la fin du match qui fait chute. Voilà, à la fin du match, après son but, club vu comme dirigé pour faire de l'argent. Voilà, on essaye de trouver des raisons. C'est peut-être difficile d'évoquer certaines choses, on le verra dans le futur, mais pour l'instant, vous êtes quand même plutôt négatif. Mais il y a quand même quelques petites nuances, je voudrais terminer là-dessus, notamment des messages de soutien à Kilmer. Certains rappellent que la construction demande du temps, donc surtout après une remontée rapide. Donc voilà, ils ont dit qu'il faut aller du temps. Vous leur laissez le temps et je suis également pour leur laisser. Mais malheureusement, il ne faut pas oublier aussi qu'on est descendu en Ligue 2 et que oui, on leur laisse du temps. Mais pour l'instant, il y a eu un premier échec. Et retrouver la Ligue 1, c'est pas facile et il va falloir reconstruire quand même, ça va prendre du temps. Quelques recrues jugées cohérentes au terme de profil, hormis les signatures héritées d'Olivier Dalloglio avec notamment Younis Abdelhamid bien sûr, mais je pense qu'en termes de profil, vous parlez bien sûr de Lucas Tassin, peut-être de certains ailiers comme Ben Holt, que j'espère on va pouvoir voir également la saison prochaine. Certains placent quand même des espoirs en Eric Corneland, donc c'est un peu la clé du renouveau. Vous aimez bien son style de jeu, sa façon de jouer. Est-ce que ça va fonctionner en Ligue 2 ? C'est peut-être le cas d'ailleurs, parce qu'il est censé avoir des effectifs moins forts, moins performants en Ligue 2. On va voir les équipes qu'on arrive à garder, et peut-être qu'en jouant de cette manière-là, on va pouvoir faire une bonne saison en Ligue 2. Ça, c'est clairement quelque chose qui est possible, bien sûr, mais il va falloir renforcer l'effectif, bien évidemment. Et le rappel du projet à long terme, voilà, c'est un projet à long terme. Il faut bien sûr être patient, donc vous faites confiance en la direction pour la suite. Voilà, c'est terminé de mon côté. Je vous remercie d'avoir suivi ce bilan. J'ai bien évidemment certainement oublié beaucoup de choses, mais je suis déjà à 41 minutes. Je voulais quand même parler de certains points intéressants, donc j'avais noté pas mal de choses. Je n'ai pas trop parlé des performances individuelles, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'était plutôt la première saison de Kilmer Sport, donc je voulais plutôt aborder ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait pour l'instant. En tout cas, de ce que nous on peut voir d'un point de vue extérieur. Maintenant, il y a ce mercato estival qui arrive. C'est là qu'il va falloir prendre des décisions. On va bien évidemment suivre le feuilleton des droits TV aussi, de la DNCG, tout ce qui va se passer autour de ça. Mais il y a urgence, il faut recruter. Il va falloir peut-être mieux analyser aussi les adversaires, parce que je ne l'ai pas évoqué, mais je ne vais pas trop l'évoquer. J'avais l'impression que certaines fois on n'analysait pas les adversaires, parce que quand on joue contre une défense à 3 ou quand on joue contre une défense à 4, on joue pareil et on se fait exploser en contre. J'ai l'impression que l'objectif c'était plutôt de se dire bon, on joue comme on sait jouer, puis on verra bien ce qui se passe par rapport aux autres. Bah non, il faut aussi s'adapter à ces adversaires-là. Encore une fois, il y a peut-être une analyse qui est faite, mais en tout cas je trouve que c'est plat flagrant sur le terrain, parce qu'on jouait toujours de la même manière et on s'exposait beaucoup au contre adverse. Bon, je vais arrêter maintenant parce que ça va être beaucoup trop long. Merci à tous en tout cas pour votre fidélité tout au long de cette saison. Merci encore une fois. Ça me fait plaisir de pouvoir vous lire, de pouvoir débattre avec vous. Et puis bien évidemment la saison est terminée, mais il y aura toujours des vidéos sur la chaîne. On va trouver des sujets. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous souhaite malgré tout une bonne semaine et puis bien sûr allez les Verts.